D'accord. Alors, où sont les œuvres dans l'exposition et où sont les objets? Très bonne question. Les objets, parce que l'objectif de Thomas Mouteba, c'est de reprendre les systèmes de monstration, les principaux systèmes de monstration. Il n'y a pas que ça dans l'expo, mais ça, c'est une grande partie de l'expo. On le voit d'emblée par ces vitrines, là, qui sont des vitrines, pour le cas des 4 premières, typiques des musées d'histoire naturelle et des musées d'ethnographie. On classe les objets par famille d'objets. On met les haches avec les haches, les herminettes avec les herminettes, les couteaux avec les couteaux, les armes avec les armes. Enfin bon, c'est vraiment la question de la famille, ce sur quoi peut venir aussi d'autres types de classements, ethniques bien évidemment, géographiques, etc. Ici, on est parti sur les familles d'objets. Et donc là, on est vraiment dans le système objet, révélateur de ce regard qui s'est développé dès le début du XXe siècle par rapport à ces objets. Donc ces objets sont disposés par un artiste et pas par un historien, c'est important. Absolument. Donc ceci en soi est une œuvre d'art. C'est une œuvre. Toute la scénographie, alors ça Thomas Mouteba Ntombwe dira, ce n'est pas une exposition œuvre dans le sens où on peut l'entendre, mais en même temps oui quelque part, parce que c'est une exposition réflexion. C'est la mise en scène d'une réflexion et une réflexion d'un artiste. Et un artiste, bien, il n'est pas seulement celui qui a un regard subjectif, il est aussi celui qui a un regard instruit, conceptuel. Il y a tout ça dans cette exposition. Finalement, l'artiste, c'est celui qui pointe. Absolument. C'est celui qui pointe. Celui qui pointe. Oui. L'ethnographe pointe aussi, mais d'une différente manière. Tout à fait. Le marché ne retient que l'artiste et pas l'ethnographe. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Et là, si tu veux, ces vitrines cloches que tu as ici, les statuettes posées sur des socles, là, on est véritablement dans le dispositif de monstration qui s'est imposé, y compris dans les musées d'ethnographie, qui est le dispositif esthétisant. On fait de ces objets des œuvres. On les décontextualise, comme on décontextualise aussi des couteaux, des haches, des herminettes, mais ici, on leur donne un sens sacré, le sens sacré de l'œuvre d'art. On les expose de manière à ce que nous soyons fascinés. Donc c'est un discours qui s'intéresse, c'est une exposition qui s'intéresse effectivement au regard par l'intermédiaire des dispositifs de présentation de ces objets africains, tantôt considérés comme les témoins d'une civilisation, tantôt considérés comme des œuvres d'art, voire des chefs-d'œuvre de l'humanité. La victime, c'est celui qui croit d'abord, qui croit que l'objet possède un pouvoir. Mais l'objet en lui-même, c'est un objet en bois, c'est un objet matériel, fait de matériaux composites. Ça peut être dans l'art africain, les objets les plus précieux d'ailleurs, les plus chargés magiquement, sont des objets éphémères, des objets repoussants, faits avec des matériaux de peu de valeur. Et c'est pas forcément les objets les plus ouvragés, les objets les plus décorés. C'est parfois les objets les plus frustres, les plus élémentaires. La magie des objets avait besoin d'un intermédiaire. L'intermédiaire, c'était le chaman. Tous ces objets étaient des objets de rituel. Donc c'était des canaux qui permettaient au chaman, à la personne qui guérissait celui qui en avait besoin. Ces objets étaient des instruments médicaux, de guérison. On les a changés en œuvres d'art à un moment où la magie disparaissait. C'est quand même bizarre. Oui, encore que tous les objets qui sont là ne sont pas des objets rituels. Il y a des objets qui sont des objets utilitaires. Est-ce qu'il y a des objets rituels ici? Il y en a un? Tu pourrais me montrer? Ici, dans l'exposition, on n'a pas privilégié cet aspect-là. Il y a quand on parle de labyrinthe, oui. C'est aussi, ça fait un rappel au parcours initiatique. Tout à fait. C'est là. Le parcours initiatique est un parcours de sens, c'est-à-dire qu'on a d'abord un sens qui est un sens élémentaire, où on voit les choses comme des ombres, on ne sait pas leur donner un nom, une signification, et par l'initiation, on apprend à nommer, on apprend à organiser le monde, on apprend
à poser une hiérarchie entre les choses, entre les valeurs. C'est à ça. L'initiation sert à rendre humain, à former, à rentrer, je dirais, enculturer l'être, et en faire un être social. Alors, dans le cadre d'objets qu'on peut considérer comme un objet qui sert dans un rituel, il y a le masque. Mais encore une fois, il faut être prudent. Quand un Européen dit masque, il pense à un objet qui dissimule le visage. Or, tu peux un peu parler de ces masques? Alors, ça c'est un masque, je pense, qui vient de la culture Soukou. C'est un masque qui est très prisé des collectionneurs parce que c'est un masque homme. Donc c'est un masque qui se pose sur la tête et qui est vraisemblablement utilisé dans un cadre d'une institution liée à l'initiation. On ne sait pas, encore une fois, s'il ne fait pas de lecture anthropologique. On ne sait pas s'il n'a pas été fait directement pour être vendu à un Européen. Donc, potentiellement, ce masque homme doit être accompagné de tout un costume. Quand on dit masque, dans les cultures d'Afrique centrale, on désigne un être... Oui, vas-y. Un être spirituel qui vient sur Terre. Et on ne porte pas le masque, on fait danser le masque. C'est très différent. C'est-à-dire que le masque est une apparition, c'est un être surnaturel qui vient parmi les hommes et qui se manifeste souvent dans un parcours, une danse, une performance. Il ne parle pas, il est anonyme, on ne sait pas qui est le danseur, on ne sait pas qui est le chorégraphe derrière. Il est toujours accompagné d'un orchestre, il est toujours accompagné d'une nombreuse foule et il sort à une occasion particulière, festive, cérémonielle, qui est coûteuse du point de vue pour les communautés. Et la sortie du masque est véritablement une grande fête. Voilà. Et ici, ce qu'on voit ici, c'est en gros un cimetière. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une portion du masque, on n'a pas le costume, on n'a pas le rituel, on n'a pas la musique, on n'a pas le cadre dans lequel le masque devrait se produire. Donc on ne peut pas l'appeler à proprement parler masque au sens africain du terme. Voilà, c'est un objet, un artefact. Qu'est-ce que tu penses Le lieu a une importance considérable. Est-ce que ce lieu a des résonances particulières pour montrer ce type de travail et pour faire... Oui, certainement. En réalité, quand on parle de musée, nous sommes dans le même type d'architecture grandiloquente, qui a un caractère un peu de cathédrale. Il y a une dimension oratique aussi. Est-ce que les pièces ne sont pas un peu perdues ici dedans? Alors, les pièces... Qu'elles ne perdent pas un peu leur caractère sacré ici? On désacralise dans ce lieu, non? Mais les œuvres ne sont pas sacrées. Pour moi, c'est pas ça que je mets en avant dans l'approche justement de ces objets. Maintenant, si vous y voyez une magie, une force, une émanation d'un pouvoir, ça c'est dans votre esprit que ça se passe, dans votre sensibilité. Et vous avez le droit de ressentir des choses merveilleuses pour vous et dans votre relation avec l'objet. Tu n'es pas dans la continuité d'un Beuys, tu es plutôt non, pas du dans tout. La continuité de qui? D'un Duchamp. Moi, je dirais que tous les vocabulaires que tu évoques, que ce soit le regard porté par Beuys, sont liés aussi aux époques et au regard qu'on a, le rapport à l'altérité qu'entretiennent ces artistes européens qui ne comprennent pas le monde d'ailleurs, qui dans le cas de Beuys, qui fait tout un fond autour du chamanisme. Encore une fois, c'est le regard d'un homme éduqué en Occident, éduqué dans la jeunesse hitlérienne, qui a un parcours qui lui fait regarder de façon poétique des choses qui relèvent d'une technique du corps, qui relèvent d'une religiosité qui appartient à notre culture. Mais ce qu'il en fait, c'est une interprétation poétique et qui est très différente, qui est décontextualisée évidemment du contexte. Et donc, il a le droit de le faire. Mais moi, je ne le prends pas pour argent comptant, que je ne vais pas considérer Beuys comme un chaman. Pour moi, c'est un artiste. Et alors, et ce terme chaman aussi, il faut le situer aussi dans le contexte culturel où il est utilisé. On ne va pas en faire une sorte de casquette qu'on peut s'échanger les uns les autres. Voilà, c'est aussi une marque de respect vis-à-vis des mots et du sens qu'ils portent. Il avait un sens du spectacle. Du spectacle, mais aussi des valeurs.
il prônait l'énergie comme valeur première. Donc ici, toutes ces valeurs se sont complètement dissipées. Et le rôle de l'artiste aujourd'hui, finalement, parce que Beuys était encore un gourou chamanique, comme tu le dis bien, le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est de suivre les dictats d'un marché de l'art? Non, moi je suis un artiste qui considère sa pratique comme une forme d'activisme. Cet activisme, il faut le porter dans l'espace de l'art et hors de l'espace de l'art. Il y a une sorte de contamination, une sorte d'expansion de l'espace marchand et de l'espace esthétique qui fait que, où que l'on soit, quel que soit le geste qu'on accomplit, on est récupéré par cette culture de la marchandise. Et il y a une expression qui est très problématique et très liée justement à cette vision marchande, c'est la question de la vente de soi. La question de la vente de soi, aussi bien chez l'artiste ou chez le citoyen ordinaire, il y a l'idée que potentiellement on est une ressource qu'on doit mettre en avant, qu'on doit exploiter. Que ce soit notre créativité, notre sens esthétique, que ce soit notre sens théâtral, notre capacité à attirer les regards. Et quelque part, on est dans une civilisation qui veut éduquer une manière de tirer parti, de tirer profit justement d'un capital qui serait ce capital artistique ou ce caractère magique qu'on aurait en nous tous pour fabriquer des objets d'art, des objets dotés d'un pouvoir. Mais on n'est pas obligé d'y croire. Je veux dire, à un moment donné, un artiste, il est là aussi pour se rendre compte de ce qu'est l'envers du décor et de ce qu'il y a comment il participe à la fabrication de l'illusion aussi. C'est quoi l'envers du décor? L'envers du décor, c'est répondre à la question à qui ça profite, tout cela. Tout ce spectacle, tout ce travail, je dirais, de relation avec l'autre, je dirais, ce propos dans lequel on s'engage, est-ce qu'il est perçu, est-ce qu'il est entendu, est-ce que l'interlocuteur à qui on l'adresse l'entend? Moi, je pense que la question de l'artiste, c'est de réfléchir à cet exercice difficile de l'écoute de l'autre, de parler. Ou faire réfléchir. Les deux. C'est réfléchir lui-même parce qu'il ne doit pas se prendre pour un démiurge. Ce serait une erreur. Il y a à la fois une petitesse à avoir et une insolence à porter en même temps. Donc, Et donc, pour que l'expo ici soit réussie, il faut un discours critique sur un mode de présentation tout à fait. Des œuvres. Et c'est vers là que vous tendez, finalement. C'est cela qui m'intéresse. Et j'ai le sentiment qu'il faut inviter le spectateur à s'interroger sur ce qu'il est en train de voir et ce qui se passe pendant qu'il regarde un objet. Qu'est-ce que c'est que l'acte de voir? Quelle est sa part de libre arbitre dans l'acte de regarder? Il y a regarder, voir, montrer et savoir à quoi il participe réellement. S'il n'est pas l'objet justement d'une illusion, d'un spectacle, d'une construction. On va clôturer ce chapitre européen. Ce qui intéresse surtout l'art africain, ce sont les collectionneurs. Il faut dire, tous les musées, les musées africains se trouvent en Europe. Oui, tout à fait. C'est un contresens. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, par exemple, en Afrique je ne sais pas d'où vous venez. Moi, je suis né au Congo. Bon. Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la valeur historique des pièces qui sont présentées ici en Europe? Alors, quand on dit valeur historique... Est-ce qu'il y a une connaissance, par exemple, de cette histoire, de cette culture? Est-ce qu'il y a eu un passage? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas perdu ce fil conducteur avec les anciens? On n'a pas perdu, on l'a détruit. On l'a détruit. Ah oui, l'entreprise coloniale a consisté... l'entreprise impérialiste a été d'une part de créer une scission, un cadre entre l'histoire de l'art et l'ethnographie. Ces objets relèvent de l'ethnologie, puisque... Mais je vois ici, c'est bien à point. Donc art sauvage, art nègre, art primitif, art africain, art premier. On s'y perd dans notre art. Ce sont des qualificatifs qui témoignent aussi témoignent de l'impossibilité de
De chaque époque. De chaque époque, de circonscrire Tout à fait. cette problématique. Ouais. Mais est-ce que cette problématique chez vous fait sens aujourd'hui? Oui, il fait sens parce qu'il y a tout un marché de l'art, dont Bruxelles notamment est une des grandes capitales d'amateurs d'art Oui, mais encore qui une fabriquent. fois, on parle du marché mondial, européen, mais je parle des Africains. Est-ce que vous avez conscience? Je sais que Lumumba a essayé, à un moment donné, de faire prendre conscience au peuple de cette problématique. Oui, il a mais échoué. Non, Il a échoué. Mobutu, par exemple, a mené une grande politique culturelle. Hein, donc, bon, dans ces périodes de dictature, c'était une période où il a renforcé le rôle de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, où il a fait réaliser des œuvres pour décorer ses palais. Et donc, il y a quand même les musées nationaux du Zaïre qu'il a créés. Il y a à Lubumbashi, une ville dans laquelle je travaille pour le moment, où je prépare la biennale, la 5e biennale de Lubumbashi, un musée d'ethnographie et de préhistoire, et qui montre des objets culturels, je vais les appeler comme ça, plutôt que des objets... Il y a une nécessité qui a été prise en compte plus par les politiciens que par les artistes, finalement. Alors, les artistes, en fait, sont, encore une fois, il ne faut pas généraliser, sont très, très éloignés du sens de ces objets. Parce que ce sens, encore une fois, ces objets, on ne les rencontre plus sur les terrains. Il y a peu de cultures où il y a encore des danses de masques, comme on pouvait en voir, je dirais, dans les années 30 ou dans les années 40. Et du fait qu'on a christianisé à tour de bras, et on a détruit beaucoup d'institutions liées justement on a sali, moqué, dénaturé, déconstruit et, je dirais, rabaissé les religions africaines en les traitant justement de sorcellerie, voilà. Et donc, il faut se rendre compte que l'entreprise coloniale, c'est une bataille de déconstruction, de destruction idéologique. On a voulu supplanter une pensée par une autre. Et donc, quand on donne aux ethnologues de s'occuper des matières de l'art et de la culture, hein, c'est encore une fois pour domestiquer cet art, pour en faire l'objet que c'est devenu aujourd'hui, un objet marchand. Il y a un grand paradoxe. Il y a un grand paradoxe. Sans objet marchand, il n'y a pas de sauvetage de toute une culture. Oui, je suis tout à fait S'il n'y avait d'accord. pas eu cette conscientisation au niveau du marché, tous ces objets auraient été détruits, auraient été changés par d'autres, véhiculés par la société de masse. Oui, tout à fait. Et donc on peut rendre... le marché a rendu service à la mémoire... La mémoire historique d'une civilisation. Non, en réalité, on peut parler C'est comme les Romains qui ont copié les statues grecques, heureusement qu'ils les ont copiées, qu'ils les ont gardées. Mais on ne parle pas de la même chose. Il n'y aurait pas Quand Picasso regarde l'art africain, il ne sait pas de quoi il parle. Quand Matisse s'intéresse à César, on ne parle pas de la même chose du tout. Je crois que Picasso est un des premiers à avoir compris ce qu'était l'objet africain. C'était pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. Avant lui, André Derain, il y a les artistes russes, les constructivistes russes. Il disait que c'était du pétrole quand il regardait une statue d'art africain. C'était du pétrole. Oui, il s'en inspirait. Il a compris tout de suite au niveau du ventre comment ces pièces s'articulaient. C'est peut-être un des rares. Non, il y en a à partir des années 10, les expressionnistes allemands, les groupes Die Brücke, s'intéressaient, parce qu'au musée de Dresde, il y avait beaucoup d'objets ethnographiques, puisque l'Allemagne a eu beaucoup de colonies en Afrique, au Cameroun, au Togo, en Namibie, etc., en Tanzanie. Il y a énormément d'objets qui étaient collectés par les musées allemands. Donc les artistes ont pu connaître ces objets, les apprécier, s'en inspirer, s'intéresser à l'esprit qui pensait être... dont ces objets semblaient être dépositaires. Et donc la valorisation par les artistes a contribué à faire rentrer, je dirais, ces arts dans l'histoire de l'art. Mais encore une fois, les artistes, ce dont ils parlent, ce sont des formes, mais il n'y a pas l'arrière-plan culturel qu'ils ne connaissent pas, qui ne leur est pas accessible. Pour des raisons objectives, c'est que ces objets sont arrivés par des canaux, évidemment, c'est des missionnaires, ou des collectes, etc. On va reparler de l'expo. Est-ce qu'il y a une pièce dans l'expo qui est fondamentale et qui est un peu le fil rouge qui, pour toi, elle se situe où? En réalité, le corpus des objets contenus dans la collection, moi je les ai appelés, c'est un corpus troué parce qu'il n'y a pas de pièces majeures. Il y a des séries qui sont interrompues,
Et des séries d'objets qui sont prisés encore une fois par le marché de l'art africain. Il y a des objets, notamment les armes, etc. Et la valeur liée à la rareté, à l'ancienneté aussi de la collection, c'est ça qui peut faire sa force. Oui. Donc il n'y a pas une série d'objets en particulier qui, toi, te touche particulièrement. Moi, je dirais qu'ils me touchent dans leur ensemble, hein, parce que c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, et aussi bien les poteries que les travaux textiles, la vannerie, que le travail du métal. Moi, ce que j'aime, c'est le travail de la matière. Encore une fois, tout le savoir-faire qui s'est perdu au niveau de la forge et au niveau du travail du bois. Ton commissaire qui est pressé. On a besoin de l'artiste. Ah, vous avez besoin de mes muscles? Pas nécessairement de tes muscles. De la position? Position. Non, je prends mes gants ici. Ah oui, ça sera comme ça. Et lui, il sera comme ça. Le sabre droit, lui, on va le descendre un petit peu. Ça sont des fameux couteaux de jet. Alors dis-moi un peu, ce couteau-ci, il servait à quoi? Il est assez bizarre. Oui, c'est un couteau de jet, voilà, c'est un couteau qui servait pour... c'est un couteau d'apparat, en réalité. Un couteau d'apparat? Oui, plutôt d'apparat. Est-ce qu'on bouge des boucliers ou pas? Et donc il est issu certainement des cultures du nord du Congo, Zandé. Ce sont des cultures qu'on a qualifiées de soudanaises parce qu'elles sont d'origine de ça. Ah oui, ça il faut.